Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expérience vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Benjamin, bienvenue dans le podcast. Salut Justine, merci beaucoup. Je te laisse te présenter et présenter ce que tu fais. Oui, alors je m'appelle donc Benjamin, j'ai bientôt 27 ans, donc très vieux. J'ai suivi une formation au cours Florent pendant 3 années. Je suis diplômé depuis 2019. Voilà, et puis à côté de ça, je passe des castings. Je veux donc être comédien. Je passe des castings, je suis rentré dans des agences de publicité et j'ai récemment tourné dans un moyen métrage, par exemple, à destination des festivals de France. Et je serai potentiellement en écriture d'un roman ou d'un long métrage très prochainement qui porterait sur une histoire de famille. Voilà. D'accord, donc sur ton histoire de famille ou c'est fictif ? Ce serait sur l'histoire de la famille du côté de mon père, en fait. Voilà, ils ont vécu des choses abominables durant leur enfance. Donc ce sera pas très, très joyeux comme film. Je vais essayer de traiter de la manière la plus simple, et ça va être compliqué, mais des sujets tels que la violence physique, verbale, l'inceste et le suicide. Voilà. Oui, donc ça va pas être une grande comédie. Ça va pas être une comédie française, une très grande comédie, on va se poiler du début à la fin, non, ça c'est sûr, mais c'est un pari que je me lance parce que c'est vraiment, en fait, ne serait-ce que pour moi et puis même dans toutes les familles, il y a tellement de non-dits, des secrets de famille, tout ça qu'on apprend toujours trop tard et on se dit qu'on aurait aimé à savoir tout ça avant. Ne serait-ce que pour nous construire, comprendre le comportement des gens qu'on connaît ou qu'on a connus. Et puis pour ne pas se retrouver même dans un schéma reproductif de plein de choses qu'on n'a jamais su avant, quoi. Voilà. Et eux, ils sont d'accord que tu le sortes. Alors eux ne sont pas au courant. Ah voilà. Ils ne sont pas du tout au courant, donc j'ai essayé de faire la fouine en essayant de savoir, mais c'est des gens qui n'ont jamais parlé pendant plus de 40 ans, 50 ans. Et on sent tellement de tristesse, de malheur en eux que je me dis, si ça se trouve, ça les aiderait potentiellement à aller bien, mieux, d'en parler. Je ne sais pas. je me dis ça. À l'assumer, s'ils n'arrivent pas à le dire, ils pourront au moins en parler après ou ne plus avoir à le cacher. Oui, c'est ça aussi. Ne serait-ce qu'on puisse après en parler plus librement, entre guillemets, quoi, parce que c'est quand même des sujets délicats. Et oui, j'aimerais tendre à ça, en tout cas. Et c'est un projet que tu veux réaliser ou tu l'écris juste ? J'aimerais premièrement l'écrire, commencer, et ensuite voir ce que je peux en faire. Si ça serait plus faire un roman ou un long métrage, à voir si j'arrive à trouver une équipe, des gens qui me suivent, qui seraient potentiellement intéressés. Je suis ouvert. Ouais, c'est 2 types d'écriture en plus qui sont différents. Il faut le savoir avant de se lancer, pour le coup. C'est ça, donc réunir autant d'informations, le plus d'informations possible, et ensuite voir et me poser et dire waouh, déjà on va faire peut-être une psychanalyse aussi parce que j'ai entendu beaucoup de choses, et ensuite voir vraiment de ce que je peux en faire de ça. Et si on reprend donc au tout départ, avant que tu arrives au cours Florent et que t'en viennes à ces projets-là, t'as commencé à quel moment toi le théâtre ? J'ai commencé, j'avais une dizaine d'années, après avoir vu un spectacle de mime sur la vie de Mozart. Et je me rappelle, j'étais tellement émerveillé de voir des gens sur scène s'amuser, rire, pleurer, et nous, public, passer par tellement d'émotions, et de voir, j'étais avec ma famille, c'était tellement captivé par ce qui se passait, que je me suis dit, mais moi aussi, je veux qu'ils me regardent comme ça, je veux connaître ça aussi, voilà.
Et vous alliez souvent voir des spectacles ou c'était la première fois que t'en voyais un? C'était la première fois, et après moi je suis originaire d'une petite ville de province dans le sud-ouest où il n'y a pas vraiment de culture là-bas. Il n'y a pas beaucoup de pièces de théâtre, il doit y en avoir une ou deux dans l'année. Il n'y a pas beaucoup non plus de films au cinéma qui sortent parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles. Donc voilà. Ouais, tu connaissais personne qui avait fait du théâtre sa carrière Pas du tout. Non, je connaissais vraiment personne. Et puis c'est pas des métiers où dans ce genre de ville en tout cas, où on nous suit. On est trop bien, vas-y, on est derrière toi. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, comme moi à l'époque je connaissais pas. Je me suis dit, allez, je vais faire ça avec mes yeux d'enfant. Mais mes parents, non, c'était plus quelque chose où non. Tu vas pas du tout faire ça, tu es fou. Oui, c'était de l'ordre du loisir, ils t'inscrivaient au théâtre, mais ils s'imaginaient pas que tu le ferais réellement, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ils se sont dit, ça va l'occuper les mercredis après-midi, et puis ensuite, il ira faire un vrai métier, comme nous. Et toi, t'as jamais abandonné le projet? Bah du coup, non, parce que je suis assez têtu, et je me suis dit, ça les embête. Et bah très bien, je vais continuer de les embêter. Génial, c'est ce que je vais faire. Ouais, complètement, je vais faire ça, papa, maman. Et donc là, après le bac, tu viens de suite au cours Florent? C'est ça, après le bac, que j'ai au rattrapage d'ailleurs, je monte sur Paris, et cours Florent tout de suite après. Et pourquoi t'as choisi cette école en particulier? Bah, cette école en particulier, quand on vient pas d'un milieu artistique et qu'on vient pas de Paris, c'est vraiment la seule école qu'on connaît de par sa réputation. Donc voilà, on se dit c'est l'école la plus prestigieuse de Paris, donc on y va. Mais maintenant, avec le recul, on sait qu'il y a tellement d'autres alternatives, des conservatoires d'arrondissement, des assos qui ont ouvert des très belles assos. Je sais qu'il y a 1000 visages, par exemple, qui est une très très belle asso. C'est une réalisatrice qui a ouvert ça. Et elle donne des cours. Enfin, ils sont plusieurs professeurs, il me semble. Et, ils donnent des cours tous les jours, toute la semaine. Et c'est 40 € par an. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est par vraiment exemple. dérisoire. Oui, quand tu payes 4000 € une année à Florence, tu as quand même des issues possibles aussi. Ils font des masterclass avec des scénaristes, des réalisateurs, des directeurs de casting. Oui, puis Et à finalement, Florent, on n'a pas ça, quoi. Ouais. Et à Florent, on n'a pas ça. Oui, Florent, c'est vraiment du théâtre. C'est du théâtre, c'est pas beaucoup d'heures de cours. Après, je vais pas cracher dessus parce que ça m'a quand même apporté une expérience et des rencontres et des contacts. Mais c'est vrai que voilà, il y a d'autres alternatives au cours Florent. Et dans le sud, dans tes cours, tes profs, eux, étaient pas au courant de ces alternatives-là? Te conseillaient pas? Pas du tout. Pas du tout. Mes profs, au contraire, c'est eux qui m'ont entraîné à aller dans cette voie parce que j'étais très mauvais élève et du coup, je faisais le pitre à l'école. Quand on n'avait rien à faire, je faisais des sketchs au milieu de la classe parce que ma prof me le demandait et du coup ils ont senti un truc, mais non, ils connaissaient pas du tout ces alternatives. Et là, t'avais jamais arrêté, fait de pause dans ces cours de théâtre-là de tes 10 ans jusqu'à ta montée sur Paris? Non, jamais. Et c'était toujours dans la même école? Ouais, c'était dans un conservatoire quand j'étais petit. On avait ça quand même, un conservatoire, donc c'est cool. On a revisité le classique, les contemporains de l'époque. Mais depuis, non, j'ai jamais arrêté jusqu'à mes 19 ans. 18 ans au cours Florent pendant 3 années. Et là, donc, ça te permet de rentrer à Florent avec une expérience que tous n'ont pas, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça te permet d'avoir une belle expérience au plateau, et même avec les textes, du coup, que je lisais depuis 8 ans. Donc, oui, j'ai eu cet avantage-là. Et enfant, t'avais l'impression que ça t'aidait à trouver ta place, d'être comédien en même temps, de faire ces cours de théâtre-là, ou c'était juste quelque chose qui te faisait du bien? Non, si, petit, j'étais très seul. J'étais très, très seul. Mes parents bossaient beaucoup. J'ai que des sœurs qui, du coup... c'était tout le temps ensemble. Et moi, c'est vrai que j'étais tout le temps tout seul. Et donc, ce qui me permettait donc créer des personnages tout le temps. Je jouais tout seul dans ma chambre et je créais des personnages. J'étais le roi. Du
coup d'après, j'étais un cuisinier. Je passais par plein de jeux, par plein de choses. Et en plus, du coup, de faire du théâtre à côté, parce que je faisais de l'impro. Donc, ça me permettait d'ouvrir mon champ de jeu à l'infini. C'était trop, trop bien. Donc, Et t'essayais de le filmer pour faire un petit peu des films ou t'étais vraiment plus théâtre, scène, même pas. Ouais. Je n'y pensais pas. À l'époque, il y avait des gros caméscopes. Je ne savais même pas comment ça fonctionnait. Non, c'était vraiment juste pour moi dans ma chambre. Je fermais la clé et puis c'était roue libre. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas les possibilités d'enregistrer sur le cloud comme on peut aujourd'hui. C'est ça. Nombre Maintenant, incalculable de c'est vidéos. tellement plus simple. Maintenant, je pense que c'est le premier truc qui viendrait à l'esprit de prendre un téléphone pour le faire. De n'importe qui, voilà. C'est ce que tout le monde fait d'ailleurs maintenant, même sur les réseaux sociaux. On se filme, on poste et puis ça prend ou ça prend pas. Mais oui, voilà, maintenant c'est ça. Et tu avais d'autres activités artistiques que le théâtre, genre de la musique, de l'écriture? Musique, non. Et sport, j'ai fait un peu de gym, mais bon, c'est pas tellement intéressant. Ouais, c'était pas venu à l'esprit d'en faire une carrière. Non, vraiment pas. Non. Et là, tu te rappelles de quand t'es monté à Paris, qu'est-ce que tu pensais dans ta tête? Est-ce que tu pensais que ça allait aller vite, que ça allait être facile? Alors moi, dans ma tête de naïf, ça allait aller très très vite. Ouais. J'avais posé point par point de ce que j'allais faire. Moi, tout était écrit. Bon, finalement, la seule chose que j'ai réalisée, c'est rentrer au cours Florent et faire des castings. Voilà. Ensuite, le reste, ça n'a pas suivi. Parce que, bon, en même temps, je me suis pas forcément trop donné les moyens et que, voilà, et que pour moi, c'était acquis. Et que pas du tout. Donc, il a fallu que je me déconstruise tout ça et que je me dise, bon, finalement, ça va être plus dur que ce qu'on pense. Il va falloir y aller, personne t'attend. Donc voilà, et là ça fait vraiment... ça doit faire... bon, si on enlève la période dont on taira le nom, ça fait 1 an et demi vraiment que je me suis du coup replongé... ouais, 1 an où je me suis vraiment replongé là-dedans, quoi. Et là, tu reprends des cours, tu reçois des ateliers ou tu fais de Cours non, l'écriture? atelier non plus, j'essaie de me faire des contacts. J'en ai eu du coup pas mal grâce au tournage que j'ai pu faire avant, du coup l'année dernière par exemple. Et donc eux, on s'utilise, entre guillemets. Voilà. Ces tournages, tu les as eu comment? C'est des castings ou on est venu te chercher? Non. Jamais personne n'est venu me chercher. J'ai toujours passé des castings. J'ai toujours tout fait seul. Et voilà. Et ensuite, c'est eux qui ont décidé de m'accepter. Et ensuite, ça devient des amis, mais en plus des contacts. Donc, et inversement. Et ces castings, tu les trouves comment? Et ben, ces castings, on les trouve sans agent. Donc, on les trouve sur les réseaux. Facebook, Instagram et tout ça. Et ensuite, c'est donc les contacts qui nous parlent de... J'ai entendu parler d'un casting. Faut qu'on te place dessus. Et ensuite, tu passes ton casting et tu fais... Ah ouais. Du voilà. coup, ouais, à un moment, tu travaillais un peu avec Marie Saint-Filtre. Je crois que tu avais fait quelques vidéos oui, avec elle. exact. Si tu peux en parler, parce que c'est quand même un peu la classe. C'est un peu la classe. Bon, je sais pas, vu la dernière vidéo qu'elle a sortie de moi. Mais j'ai tourné donc, dans un clip à elle en plein 2e confinement. Voilà, alors attention, je tiens à préciser, on était masqués, il y avait du gel hydroalcoolique, on respectait les gestes barrières. Et la 2e fois, je l'ai recroisé pour une vidéo, pour un micro-trottoir, où il fallait raconter sa plus grosse honte. Donc j'ai raconté ma plus grosse honte, qui ensuite, ma plus grosse honte est devenue celle de la vidéo que j'ai tournée, parce qu'elle m'a demandé de recréer... Ma honte était que je me suis fait griller en train de danser gamin dans ma cuisine, et qu'au moment où je me suis retourné, évidemment, il y avait toute ma famille qui m'a regardé. Et à la fin de la vidéo, elle m'a dit tu peux le refaire. J'ai dit t'as pas enregistré, il y a eu un problème de son. Elle me fait non, tu peux refaire la danse. J'ai dit donc je vais refaire ma honte. Là, on était dans le Marais un dimanche après-midi, les terrasses blindées dans la rue, c'était un enfer. Oui, J'étais là, pas c'est prêt. vraiment redevenu la nouvelle. Du coup, maintenant, si on me redemande ma honte, c'est ça. Finalement, la famille, c'était moins dur. Non, finalement, j'aurais dû me taire. Après, quand on voit ce que fait Marie Saint-Filtre dans ses vidéos, elle a plus honte de rien. Et voilà, d'où son spectacle du coup qui s'appelait Le Culot, et c'était justement pour ça qu'elle m'a demandé ça. Et donc voilà, elle m'a dit allez, on y va au culot. Je fais ouais, on y va. Et là, t'as des projets de peut-être retravailler avec elle? C'est pas d'actualité? C'est pas d'actu, non. Je sais pas trop ce qu'elle fait elle, maintenant. Je pense plus qu'elle s'est retournée. Je crois qu'elle s'est relancée dans la musique. Ah, j'ai pas vu passer ça. Moi, je l'avais vu du coup en spectacle. Ouais,
Mais j'ai pas vu qu'elle faisait de la musique. Elle ressort comment on appelle, pas un album, un single, voilà. D'accord. Elle lance un single, là, enfin un son, quoi, et puis voilà, donc si ça se trouve, je vais être appelé pour le clip aussi, on ne sait pas. Marie, si tu nous entends, Voilà, c'est ce que j'allais dire, si tu nous entends, appelle-moi. on est là. J'ai besoin de tourner, s'il te plaît. Et ça, c'était quand même un coup de projecteur. T'as eu l'impression d'avoir, je sais pas, de gagner des abonnés, d'avoir des appels, de pouvoir... Alors ouais, j'ai gagné des abonnés. Bon, après, ça reste assez virtuel tout ça, mais en fait, je me suis rendu compte que la communauté de Marie Saint-Filtre est incroyable. Elle est d'une gentillesse folle, à part 2-3, et c'est vrai que là, ça, si je peux me permettre, ça m'a fait chier. mais oui, il y a eu 2-3 commentaires, mais ça, c'est le problème de tout ça, je pense, c'est que on a beau avoir, il y a eu, je sais plus, 400 ou 500 commentaires, et sur les 500, on va dire, il y en avait 3 de négatifs, et on retient toujours que le négatif, parce qu'on est comme ça, nous, les gens. Ouais, c'est ça. On retient, voilà, même s'il y a 400 ça. personnes qui t'ont dit c'est incroyable, et t'as 3 personnes qui te font non. Voilà. Mais oui, ça m'a fait gagner vite fait quelques trucs, mais c'était pas non plus incroyable. Après, c'est moi qui. Ça m'a fait marrer de le faire à chaque fois. Ouais, oui, puis ça te permet quand même du coup d'avoir une vidéo à montrer aussi en casting. Même si t'es pas sûr que les directeurs de casting veuillent voir ça. Mais... non, à moins qu'ils cherchent des danseurs approximatifs, pourquoi pas. Et donc là, tu vas plus du coup vers le film que vers les planches en elles-mêmes, que le théâtre. Totalement, ouais. Moi, de toute façon, ce que je m'étais fixé petit, c'est cinéma. Après, évidemment, on n'est pas bête et on ne reste pas fermé aux propositions, parce que c'est quand même aussi une expérience incroyable, le théâtre, à ma petite échelle, évidemment. Mais vraiment, ouais, l'aboutissement serait au moins de commencer ou de terminer dans le cinéma, quoi. Et là, Florent, tu avais la possibilité de choisir entre théâtre et cours de théâtre filmé, donc de comédie, de film. Il y avait 2 options. Tu avais le théâtre, une option théâtre donc, ou un cours Florent cinéma qui venait d'ouvrir. Et j'avoue, j'en ai entendu parler un peu trop tard, donc je ne l'ai pas fait. Et c'était beaucoup plus axé théâtre, donc voilà. Et on nous parlait pas vraiment de l'après. Faut se faire des images, faut faire des photos, faut trouver un agent, faut passer des castings. On n'a pas eu ce truc-là, et c'est vrai qu'en sortant de Florent, donc en septembre 2019, donc, où là c'était la rentrée pour les autres, on s'est dit merde, nous qu'est-ce qu'on fait? On est là, puis là en plus septembre 2019, on commençait à entendre qu'il y avait un virus qui commençait à se propager un peu. Ouais, c'est ça. C'était et puis, le début, on était loin de tous les s'imaginer prémices ce qui allait des se gilets passer. jaunes aussi, des grèves. C'était vraiment la pire période en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout qu'en fait, on nous a pas préparé à l'après, parce que nous, on est sortis, on s'est dit c'est bon, on a notre diplôme et on va conquérir Paris, la France, on va devenir Pierre Ninet. D'ailleurs, Pierre Ninet, si tu nous entends, je t'aime. Si jamais tu as besoin d'un comédien. Voilà aussi. On va passer beaucoup de messages aujourd'hui, je sens. Mais oui, non, c'est surtout qu'à l'après, on nous prépare pas à l'après. Moi, je suis sorti, j'avais jamais fait de book photo, j'avais pas fait de court métrage, j'avais jamais passé de casting, je ne savais même pas ce qu'était un agent. Et c'est après, on se dit déjà, waouh, il y a un step qui s'est pas fait pour moi, et tandis que pour certains, ouais. Donc on se sent déjà un peu plus mis à l'écart, on voit les autres avancer, toi tu stagnes. Et voilà, ça fait pas un bon mélange mentalement. Ouais, puis c'est dommage qu'on vous ait pas encouragé à passer des castings pendant Florent, si tu avais moins d'heures de cours que ce que tu imaginais au départ. Parce qu'on avait le temps en plus. Ouais, c'est ça, faites autre chose. 9 heures de cours, on a le temps. Il y a tellement de belles écoles de réal sur Paris en plus, donc c'est dommage. Donc si vous nous entendez, passez des castings, même pendant vos études, faites des photos et ouais. Oui, parce qu'après, en plus, se faire des images, c'est compliqué, puisque tu as besoin d'images pour qu'on te fasse venir en casting, mais c'est ça, tu as besoin de tout, et tu as besoin de photos, ensuite tu as besoin d'images, mais en même temps pas tellement, parce que moi, les premiers castings que j'ai passés, je me suis dit, on y va au culot, j'envoyais un CV en disant... j'ai tourné des trucs, promis, mais j'ai pas reçu les images, donc... Mais j'ai tourné des trucs, promis. Je pourrais jamais vous les envoyer, mais je vous jure que c'est vrai. Alors que c'était totalement faux. Mais voilà.
Et là, à ce moment-là, t'envisageais pas de passer à la réal pour te créer toi-même tes images? J'y ai pensé, mais je n'y connais pour l'instant rien du tout. Je suis déjà une bille en informatique. Je sais faire que du traitement de texte, donc me demander de faire de la réal, ensuite passer au montage, faire le mixage, et non, c'était trop tôt. Oui, après, c'est ça, c'est chaque chose en son temps. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que ça me donnait envie, mais je me suis dit, de toute façon, j'y connais rien, donc je vais faire des choses que je vais pas pouvoir assembler, ni mettre dans un contenu pour faire une espèce de bande démo. Ça aurait pas marché. Et là, tes premiers rôles, c'était quoi? C'était donc dans des courts-métrages? Ouais, c'était principalement dans des courts-métrages. Donc c'est là où j'ai, appris à passer un casting. Deux, au fur et à mesure, j'apprenais la technique. Donc c'est cool parce que je me disais, c'est pas, en très grosses guillemets, c'est pas si compliqué que ça. Alors que ça l'est quand même vraiment très haut niveau. Mais là, c'était pour ce que eux faisaient. Je me disais, en fait, je me prenais le chou pour des trucs, alors qu'en fait, c'est relativement, comment dire, facile d'apprendre, quoi. Oui, au moins de comprendre le rôle de chacun. Oui, voilà, comprendre le rôle de chacun, ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait, finalement, ouais. Donc ça, et puis ouais, apprendre aussi tous les termes techniques, qu'est-ce que c'est un PAT, une feuille de service et tout ça, prêt à tourner PAT. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on va un peu l'expliquer du coup. Oui, voilà, prêt à tourner, c'est on te donne rendez-vous et par exemple le matin à 8h pour le HMC, habillage, maquillage, coiffure, et ensuite on te dit par contre, donc tu viens à 8h mais à 10h PAT. Donc à 10h tu es prêt à tourner. Voilà, donc en attendant, les équipes techniques se préparent. Voilà, c'est ça, que tout le matos s'installe, que les comédiennes et comédiens se fassent se maquiller, habiller, coiffer. Et ensuite, 10h, let's go. Et après, ce qu'on peut dire, c'est que sur la feuille de service, on a une heure de fin et que c'est très rarement l'heure à laquelle ça se termine. L'heure de fin. Non, c'est souvent 2 heures ou 3 heures après, souvent. C'est ça, et encore si t'as eu le temps de manger. Oui, voilà. On te dit, on va prendre une pause. Non, on va pas prendre de pause, on non, y va, là, on fonce, les gars. On va pas du tout la faire, cette pause-là. Non, ouais, la joie des tournages. Oui, voilà, c'est ça. Et tu veux nous parler du moyen-métrage dont tu parlais au tout début Oui, exact. Bah oui, j'ai tourné un moyen-métrage, donc... milieu d'année, là il y a 2 mois, donc il y a 2 mois donc. Et donc j'ai eu la chance d'avoir le rôle principal, donc c'est très chouette. C'était sur un tournage pour 15 jours de tournage, oui c'est ça. 15 c'est jours. Quand même vachement long, 15 jours de tournage. Ouais, c'était très long. C'est pas long dans le sens péjoratif, mais c'était. Oui, normalement c'est pas si long quoi. Oui, non voilà c'est ça. En fait c'était pas assez long. Ouais. Mais ouais, on était une grosse équipe, il y avait une trentaine de techniciens, il y avait une dizaine d'acteurs, un peu moins d'une dizaine d'acteurs. On a tourné sur Paris, on a tourné en Bretagne, on a tourné sur la mer en Bretagne, en printemps, c'est froid. Non, c'était incroyable, mais non, c'était fou parce que du coup là, c'était vraiment une équipe semi-professionnelle et donc il y avait vraiment beaucoup de choses à apprendre. Malheureusement, et heureusement, ils n'avaient pas le temps de m'accorder que je leur pose des questions, mais c'était bien plus compliqué finalement que ce que je ne pensais il y a 1 an quand je voyais pour un tournage étudiant. Et waouh, respect à eux parce que c'est vraiment le sale boulot, je trouve. Ils commencent 2 heures avant nous, ils terminent 2 ou 3 heures après nous, et toute la journée ils sont au taquet, quoi. Donc c'est juste fou, voilà. Ouais, mais c'est vrai que quand on regarde un film en tant que spectateur, on se rend pas compte. On salue la performance des acteurs. Oui, toujours, mais en fait, s'il n'y a pas des équipes techniques autour, il y a aucun acteur. En fait. C'est totalement ça. S'ils sont pas là, voilà, c'est comme un spectacle. S'il y a pas le mec qui pousse le bouton pour la lumière, les artistes sont pas. Ouais, c'est ça. Voilà quoi. C'est pas que des noms au générique, quoi. Ouais, c'est ça. Donc respect à eux, et vraiment, si vous nous entendez, les régisseurs de France et du monde entier, respect à vous. Merci. Et donc t'es arrivé comment sur ce projet-là ? Par le biais du coup d'un contact aussi, pareil, on m'a dit on cherche un comédien entre 20 et 25 ans, pas de critères physiques. Voilà, est-ce que ça tente ? J'ai fait vas-y. Évidemment que je suis chaud. C'était pour un moyen métrage de 35 minutes donc.
Et c'est pour... on m'a vendu comme ça pour... ça va être destiné au festival. Donc voilà, ils vont l'envoyer à tous les festivals de France et en espérant être nommé ou nominé. Je crois qu'on dit nommé. Je pense nommé, ouais. Voilà, bon, en tout cas qu'ils nous retiennent. S'ils peuvent Ouais, si on est retenu, donc voilà, on espère au moins un prix, évidemment. Après, ça fera quand même un maximum de visibilité pour l'équipe et pour nous, comédiens, et pour la réalisatrice. Et voilà, et du coup, ça s'est fait comme ça. J'ai passé le casting et j'ai été pris. C'était un des seuls castings d'ailleurs que j'ai passé cette année, donc je suis content. Et là, à ce moment-là, quand tu es sur le tournage, est-ce que tu te dis que tu es juste exactement là où tu voulais être quand tu étais petit ? Ouais, vraiment, vraiment. Et puis je me suis fait aussi ce parallèle, c'est qu'avant, quand j'allais quand j'étais pris pour un court-métrage et tout ça, machin, je me disais, mais je n'ai aucune légitimité, ou je me sentais à ma place, mais en même temps pas tellement. Il y a toujours ce truc de légitimité où on se dit, ouais, je sais pas, je me donne pas à fond parce que c'est pas forcément ma place. Et en fait, la ferme. Si t'as été pris, si t'as... Dans n'importe quoi, hein, que ce soit dans un casting pour un film ou pour de la musique, ou pour du théâtre, tout ça, il y a quand même un œil d'entre guillemets expert qui te voit, qui te sélectionne, qui te choisit parmi une trentaine ou une cinquantaine, voire beaucoup plus des fois pour des gros projets. Mais la légitimité, tu l'as à partir du moment où on te dit c'est toi et c'est personne d'autre. Donc, oui, c'est ça. En fait, c'est de toute façon, la confiance en soi, je pense que c'est un peu le combat d'une vie, de toute façon. Oui, vraiment. Mais je pense que voilà, le jour où toi, tu te sens confiant et tu arrives sur le tournage en disant, de toute façon, je suis le comédien principal, sans dire de prendre la grosse tête, parce que c'est insupportable pour tout le monde. Et on respecte d'ailleurs tout le monde sur un plateau, que ce soit aussi bien les techniciens que ton équipe de jeu. C'est ça, mais je pense que quand tu arrives en ayant confiance, toi déjà tu vis mieux ta journée. C'est ça, déjà voilà, tu te places à un endroit du jeu et de toi et de... Voilà, c'est plus facile, mettons. Tu vois, je sais que j'avais reçu un comédien, donc Félix, dans l'épisode 3, qui disait que lui s'était senti légitime le jour où en fait il avait arrêté de dire je veux être comédien et qui disait bonjour, je suis comédien. Et là, finalement, de me dire que je l'étais, oui. Je me posais plus la question du regard des autres, j'étais comédien et puis voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de ça aussi, parce que moi, par exemple, je me dis pas comédien encore, par exemple, parce que pour moi, je n'ai rien fait de... Enfin, pour moi, dans mon parcours, même si mon CV est un très beau CV, il est bien et tout ça, mais pour moi, je n'ai rien fait encore. Je n'ai pour l'instant rien abouti d'assez concret pour me dire je suis comédien. Parce que ça me gave, moi. J'ai fait tellement Enfin, j'ai eu tellement dans ma classe de gens qui disaient comédiens parce qu'ils font des tournages. Et en fait, tu creuses un peu et en fait, ils font que de la figuration et ils se disent je suis comédien. Et en fait, je trouvais ça hypocrite. Et donc, je me disais, je ne veux pas, moi, avoir... j'ai pas envie que les gens pensent ça de moi. Donc, je préfère dire je veux être comédien. J'arriverai à ce que je veux, même si ça va prendre du temps. Mais non, voilà. Mais je comprends, du coup, si ça se trouve, j'aurais juste à me dire, moi aussi, je suis comédien. Ouais, en fait, c'est la grande question de à quel moment on considère qu'on est comédien. Est-ce que c'est quand on prend des cours de théâtre, quand on fait sa première pièce? Enfin, tu vois, oui, c'est ça. Après, c'est différent pour tout le monde. Il y en a, ouais. Ça va être pour quand ils vont rentrer, par exemple, voilà, dans une école de théâtre. Il y en a d'autres, c'est pour quand ils vont trouver un agent. Il y en a d'autres, ça va être pour quand ils vont commencer à avoir un rôle dans une série, au cinéma et tout ça. Mais moi, je dirais que pour moi, en tout cas, je pense que c'est différent. Mais pour moi, ça sera quand je serai vraiment satisfait du travail fourni et mes ambitions et mes projets, quand tout ça sera... Enfin, tous mes projets seront réalisés. Là, je pourrais dire, voilà, ok. Ou peut-être quand j'aurai 90 ans et que sur mon lit de mort, j'ai ok, bon, ça y est, je l'avoue, je suis comédien. Je crois que j'ai trouvé ça cool. Oui, voilà, t'as ce tempérament hyper perfectionniste. Oui, trop même, mais bon, voilà. Je sais pas trop en même temps dans un métier comme ça, mais c'est moi, je suis comme ça en même temps dans la vie de tous les jours aussi. J'aime bien quand c'est carré, c'est droit, c'est voilà. Si je l'ai décidé, ça doit se faire comme ça. Et voilà.
Oui, puis c'est peut-être possible aussi quand c'est ton rêve d'enfant d'avoir tellement finalement idolâtré les comédiens que tu voyais que finalement après c'est dur de pas se comparer. Et oui, c'est ça aussi. Alors, se comparer, non, parce que c'est vraiment un truc à ne pas faire, parce que c'est dur, parce qu'il y a des gens, si on se compare, moi j'ai des gens de mon âge par exemple qui ont été à Cannes il y a quelques mois parce qu'ils ont tourné dans un film, on se dit putain en fait si je me compare à eux en fait j'arrête. Donc non, faut vraiment pas se comparer, faut y aller, il faut faire, et puis même si ça prend du temps, il y en a pour qui ça a marché, c'était soit très très jeunes, soit en sortant d'école, ben ils sont appelés tout de suite et ils partent sur la route tourner 3-4 films dans l'année, et puis toi t'es là un peu comme voilà, et tu fais rien, et si tu te compares bah là c'est pire encore. Oui, c'est sûr, là, parce que j'imagine que de toute façon, même sur les gens de ta promo, vous avez tous eu des carrières bien différentes derrière. Oui, complètement. Il y en a qui ont totalement lâché, il y en a qui s'accrochent et pour le coup ça marche pas, et t'en as d'autres pour qui, pour moi je suis content, je m'accroche et ça marchouille, mais il y en a d'autres oui pour qui là ils s'envolent. Ouais, c'est lancé. De toute façon, c'est un peu injuste ces milieux-là parce que tu dis ça va finir par s'envoler un jour, mais tu sais jamais quand. Mais c'est ça en fait. Vraiment s'accrocher. Et puis si ça se trouve ça s'envolera jamais, même si t'as été quelqu'un de très bon, quelqu'un de très bien, voilà, c'est juste que ça matchera pas parce que sans doute pas à la bonne époque. On te voit nulle part. Enfin, si les professionnels ne te voient pas te placer quelque part aussi. Donc voilà, c'est même si t'es très bon, sans doute des fois que ouais, ça marchera pas. Ouais, puis après ça dépend aussi si finalement marcher, c'est en vivre en étant vraiment comédien. À l'image, oui. Ou si c'est pouvoir vivre de faire des voix off, être prof de théâtre. Oui, complètement. Après, chacun aussi, il y a tellement d'axes possibles dans ce métier que si c'est pas le théâtre, ça sera peut-être le cinéma. Et si c'est pas ça, c'est voilà, on va faire des voix off. On peut se rediriger sans doute vers le journalisme. Moi, j'ai connu quelqu'un dans ma classe qui est maintenant journaliste. Pour CNews, je crois que ça existe encore cette chaîne. Voilà. Oui, ça existe. Pour CNews, il y a aussi les comédiens de doublage, les comédiens de voix off, les comédiens de tout ça. Oui, il y a beaucoup de. Puis même après dans les techniciens, il y en a qui vont se diriger par exemple vers la réal, dans l'écriture, dans costumière. Il y a trop. Voilà. Enfin, après, si ça marche, après on est tous partis vraiment avec un plan A, je pense, on va faire ça. Que ensuite la remise en question quand ça ne se fait pas est dure, mais il faut voilà, il y a d'autres issues. T'aurais aimé toi qu'on te présente ces issues-là et ces difficultés-là au moment où t'arrives à Florence, ça t'aurait découragé? Oui et non. Oui, dans le sens où j'aurais été averti de tout ça, mais en même temps non, parce que en l'apprenant au fur et à mesure, c'est comme ça aussi que je me suis construit. Deux personnes t'attendent et il y a d'autres issues, et puis en plus sans doute que je les aurais pas écoutées ces autres issues. Oui, parce qu'à ce moment-là tu dis que pour toi ça va marcher. Moi j'étais têtu et je me disais de toute façon c'est moi, ça va marcher. Et donc voilà, donc même si ça se trouve on me les a présentées ces issues, mais je ne les ai pas écoutées. Mais non, et ensuite là maintenant en plus je m'intéresse moi plus à la voix off, au doublage. C'est mon rêve de doubler un Disney. Ouais. Les gens de Disney, si vous m'écoutez, appelez-moi. J'ai une très belle voix, comme vous pouvez l'écouter. Écoutez ça. Mais ouais, le doublage, et voilà. Et donc finalement, même si pour moi avant c'était une chose impensable, finalement maintenant c'est totalement envisageable de me dire. Et puis il y a tellement de comédiennes et comédiens de doublage incroyables que ça fait rêver. Et on n'en parle pas assez d'eux aussi, mais ils sont... c'est ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un vrai rôle de comédie, mais sauf que t'as que ta voix, quoi. Oui, c'est ça, et tout passe par la voix. Et donc, tout le monde le dit et le répète, mais il faut vraiment être comédien de base pour pouvoir faire ce genre de métier. Mais ils passent toutes leurs émotions uniquement dans la voix. Et je trouve ça fou que même nous, tu vois, on ait besoin avec des gestes, avec des mimiques et voilà. Et notre voix donc, et d'un costume et d'une atmosphère, d'une ambiance, et voilà,
pour qu'on capte et que c'est vraiment juste avec leur voix et ils sont vraiment très très forts. Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais, vraiment. Et parfois, c'est des comédiens donc de cinéma qui vont doubler des dessins animés. Enfin, ça se fait quand même de plus en plus. Oui, très souvent. Florence Foresti. Oui, Pierre Ninet. Ouais. On y revient. Vraiment un grand fan de Pierre Ninet. J'aime beaucoup. Je suis très admiratif de sa carrière. Voilà. Mais et voilà, et tu te dis des acteurs comme ça, c'est un challenge pour eux de passer à la voix off parce que c'est quand même, voilà, c'est pas le même métier du tout, quoi. Non, je pense pas pour le coup du coup, mais ouais, après, je pense qu'ils sont tellement bien accueillis et tellement mis dans un cocon que s'ils sont avec des vraies grosses voix françaises de doublage, ça doit aller. Oui, puis je pense qu'ils ont déjà eu l'habitude finalement en post-production de doubler leur propre voix. De faire de la voix off, de voilà, quand ils tournent aux États-Unis et de redoubler leur voix. Donc non, ça doit être quand même plus ou moins facile pour eux. Et c'est quoi finalement que tu admires dans la carrière de Pierre Ninet ? Mais tout, il a tout réussi d'un coup, enfin de ce qu'on voit. Presque j'ai cru entendre dans une interview de lui qu'il a 17 ans, il a réalisé un court-métrage qu'il a présenté au Festival de Cannes. Il a été retenu. Après, je sais pas s'il a gagné des prix, mais bon, voilà. Il est rentré à la Comédie Française très jeune. Il était pris au Conservatoire National d'Art Supérieur. Attends, j'en ai perdu le fil. Au CNSAD, Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Autant pour moi, je m'en excuse. Il a été pris tout de suite, et puis ensuite tout s'est envolé. Et puis sa carrière de film, il est bon en tout. Il est bon dans le drame que dans la comédie. Et voilà, c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Il est impressionnant et il a tout fait, tout réussi jeune. Et il a réussi à rester dans ce métier. Et, après, je ne le connais pas personnellement, malheureusement, mais je suis sûr je pense qu'assez peu de gens le connaissent personnellement. Non, c'est vrai. Mais je pense que s'il est comme à l'écran ou comme dans la vie, j'en suis certain. On va dire que oui. Je n'ai pas envie de me faire de une mauvaise image de lui. Non, puis oui, de toute façon, il est... Dans ce qu'il fait, c'est un peu un génie, parce que comme tu dis, il a toujours il arrive toujours à faire le rôle. Oui, il maîtrise ses rôles à la perfection aussi, et il choisit très bien ses scénarios. Et puis gros respect, vraiment, c'est un immense acteur, je trouve. Voilà. Et est-ce que dans les moments où tu as des passages avec moins de projets, passages un peu à vide, tu arrives à te raccrocher à des comédiens comme ça que tu admires en te disant il faut que j'y arrive aussi? Oui, forcément. En plus, on a tous une télé chez soi, et donc forcément on regarde tous des films et on se dit ok, je déprime, mais bon, en vrai, je regarde un film, ça va me redonner envie, ça va me rebooster, et voilà, ce comédien-là que tu vois, tu sais même pas qui c'est, et tu dis bon, allez, hop, il m'inspire, je me lève et on va essayer de trouver des projets, des trucs, des castings à droite à gauche, et voilà, après, j'essaie de pas trop y penser, et puis je fonce, je bosse donc à côté, donc ça me permet de pas y penser. Mais je préfère me dire que tout va bien. Ouais, tu gardes toujours. Je garde, voilà. Même si ça va pas, ça va, et on y va. Et puis je me raccroche moi à mon projet que j'ai, et ensuite, voilà, ce qui prend beaucoup de temps et beaucoup de place dans ma vie, donc j'ai pas trop le temps en même temps de penser j'ai rien fait cette année. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va me morfondre par exemple et qui, voilà, si ça l'a pas fait, on passe à autre chose et puis voilà. T'as juste envie de faire mieux la prochaine fois. Oui, voilà, c'est ça. Je ne laisse pas la place à l'échec dans ma vie. Voilà, l'échec ne prendra jamais le dessus sur moi. Donc voilà, je fais ça marche pas, hop, c'est pas grave. Allez, on fonce vers un autre truc et on sourit, on est content, et voilà, même si on s'est pris 100 refus dans l'année, on fait c'est pas grave. Allez. Bon, ça fait beaucoup quand même, 100 refus, mais il faut se remettre en question. Mais... Oui, il faut avoir fait beaucoup de casting pour avoir 100 refus. Oui, voilà, déjà. Et pour en rater 100, on se dit, bon, ça fait chier. Bon, bref. Mais non, en tout cas, voilà, j'avance. Et de toute façon, j'ai mon projet qui me prend de la place et du temps. Donc. Oui, c'est ça, parce que là, quand tu commenceras à réellement écrire ce livre, ce long métrage, ça va te prendre oui, voilà, c'est énormément ça. C'est que ça me me ferait beaucoup de temps en amont, dans le sens où il faut que j'aille récupérer des infos, il faut que je sonde mes cousins, mes cousines, mes oncles et tantes et tout ça,
à savoir qui c'est quoi. Il faut que je fasse ensuite un truc de temporalité sur une frise chronologique que j'avais pas fait depuis que j'avais 10 ans, mais bon, on y retourne. Ensuite, retourner là où, sur le lieu où tout s'est passé, voir, essayer de questionner, trouver des archives. Ça prend du temps. Donc vraiment, j'ai pas le temps de me dire ça va pas marcher parce que je veux pas me dire ça. Et évidemment, on se dit pas ça, sinon on commencerait pas un projet. Ouais. Mais voilà, donc non, c'est place au boulot et ensuite, une fois que j'aurai récupéré toutes ces infos, ça va être sur un long terme, voir ce que j'en fais. Et ça va être plutôt à ce moment-là où je vais me dire, bon, on tend plus vers une écriture de roman ou plus vers une écriture de scénario long métrage. Puis en plus, c'est vrai que c'est un beau projet, et c'est de faire ça donc, sur déjà ta famille et ce qui s'est passé donc, dans la région d'où tu viens. Tu dis finalement, c'est là où tu as grandi avec ces gens-là qui t'ont dit que tu pouvais pas le faire. Enfin, que ça allait être compliqué. Et finalement, tu arrives à faire quelque chose sur eux. Sur eux, oui, dans la ville où tout le monde m'a dit non, tu ne feras rien. C'est quand même un peu symbolique. Et puis, c'est vraiment en plus des sujets qui sont malheureusement tellement actuels, quoi. L'inceste, les violences conjugales, les féminicides et tout ça, c'est abominable. Et ça me révolte, donc je me dis si moi en plus, si beaucoup de gens en parlent déjà, si moi j'arrive avec encore un autre sujet, alors soit ça va être quitte ou double, soit ça va être encore un, ou alors au contraire, mais du point de vue moi, de ce que je veux en faire et du point de vue que je veux donner, je veux montrer que c'est pas de leur faute, quoi. Et oui, il va falloir que je me blinde après. Voilà, je sais que je vais y aller sans doute avec. Je commence là petit à petit à réunir ma famille sur le projet, même s'ils ne sont pas encore au courant. C'est que même eux, en fait, tout le monde en fait cherche à savoir. Si on creuse un peu, tout le monde cherche à savoir ce qui s'est passé parce que c'est des comportements qu'on comprend pas nous dans notre famille, de nos parents et de leurs parents et donc de mes oncles et tantes. Donc ils cherchent à essayer de comprendre voilà tout ça. Oui, parce que c'est vrai que tout à l'heure tu disais cette phrase de au final c'est pas de leur faute, mais c'est sûr qu'ils ont grandi dans quelque chose de tant toxique. Mais quand ils tu ont baignes grandi, là-dedans enfant. ils ont essayé de grandir tant bien que mal à se cacher dans l'alcool, dans le travail, dans la drogue pour certains. Il y en a un qui a fini par se suicider. Mais voilà, ils ont tous essayé de grandir en ne réalisant pas leurs rêves eux aussi, puisque ils étaient enfants avant de subir tout ça et donc ils avaient des rêves. Et donc sans jamais réaliser tout ça, et on comprend pas. Et on est plusieurs du coup maintenant à se demander oui, mais maintenant il faut que nous on comprenne aussi pourquoi. On veut pas nous avoir aussi ces non-dits dans une famille. Enfin, tout le monde en a des non-dits dans sa famille en soi. Si on creuse un peu, on va trouver, on va trouver une petite. Oui, là, c'est vrai que c'est des gros non-dits, mais mais voilà. Donc là, je commence à avoir ma petite équipe donc de cousins cousines qui vont être avec moi. Donc, au moment de ces questionnements, si j'arrive à organiser quelque chose. Un repas de famille, machin, enfin, faudrait que je trouve, voilà. Est-ce qu'ils aimeraient l'écrire avec toi ou juste te donner ces infos-là Ben, j'aimerais qu'ils soient là pour, ne serait-ce que pour eux, premièrement, en fait, parce que eux, c'est vraiment, ils ont pas cette idée-là, je pense, de vouloir en faire quelque chose, à moins qu'ils soient comme moi et ils ne me le disent pas. Mais c'est juste pour eux, et ensuite, avec tout ce qu'on a, les infos, sans doute même, que soit l'écrire ensemble, soit que ce soit mes premiers relecteurs, ne serait-ce que pour les fautes et machin. Mais oui, je pense que c'est important pour tout ça. Parce que il y a la génération, les générations dans ma famille, là, du coup, qui commencent à arriver, les nouvelles générations, les petits-enfants. Et j'ai pas aussi envie, du coup, qu'il y ait des schémas, j'ai envie qu'ils soient au courant de tout ça, tu vois. Oui, pouvoir fermer ce cycle. Oui, voilà, c'est ça, que toutes ces addictions qu'il y a pu avoir,
l'alcool, la drogue, et qu'on se dise ah mais c'est normal, c'était enfin c'est Oui, normal, tu dis non pas, c'est pas normal, c'est juste le tonton bourré mais de voilà, toutes c'est les juste tonton familles, bourré, il est là, comme ça, il est chiant, là, il fait des blagues de beauf, oh, il est lourd. Ensuite derrière on comprend aussi plus de choses, de pourquoi il boit, pourquoi il boit tous les jours, pourquoi ça se reproduit après, enfin génération d'après, pourquoi les enfants du coup sont un peu plus addictifs que d'autres à l'alcool. Donc voilà, c'est vraiment tout un schéma aussi que je veux faire pour la famille, et ensuite après pour les autres, les gens qui viendront, j'espère, voir et qu'ils aient un espèce de nouveau souffle en se disant en fait oui, faut parler en fait. Ouais. Mais voilà, faut parler avec sa famille et se dire est-ce qu'il y a eu des choses dont tu nous en as jamais parlé, ça arrive fréquemment. J'ai appris à 40 ans que j'étais adopté, mais finalement, on reste comme ça parce que c'était il y a 40 ans. Oui, c'est ça, tout le monde sait, mais personne Voilà, parle. c'est ça, tout le monde sait et tout le monde est hypocrite autour de la table, un repas de famille. Donc voilà, c'est important pour soi et pour tout le monde en fait. Donc parler, poser des questions. Vraiment, c'est très important. Quitte à ce que ça fasse mal, que ça aille au clash, mais je pense que ça sera libérateur pour tout le monde. Oui, parce de que l'entendre et d'en parler. C'est ça, c'est que ça existait en fait, qu'on en parle ou pas. Voilà, c'est comme si on avait fermé les yeux sur toute une période de l'histoire et voilà, c'est passé mais on n'en parle pas. Non, c'est important, ça fait partie de nous. Enfin, Paris est Paris parce que il y a eu une histoire derrière tout ça, donc on peut pas. Voilà, c'est pareil. Pour moi, je mets pas vraiment à la même échelle, mais entre guillemets quoi. Faut en parler et dire. Oui, puis ça brise les tabous, ça encourage peut-être d'autres personnes du coup à prendre la parole là-dessus. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis il n'y a pas que le viol, il y a aussi t'es adopté, c'est pas ton père, mais je suis tombée enceinte et un mec m'a quitté parce que j'ai appris ça aussi il y a pas longtemps. Bon, pas dans ma famille, mais voilà, une dame que je connais m'a dit j'ai été élevé par mon père qui n'est pas mon père parce que ma mère est tombée enceinte, mais quand elle est tombée enceinte, mon père l'a quittée et s'est mis en couple avec un homme et du coup s'est fait passer pour mon père pendant des années. Je l'ai appris là il y a pas longtemps. Oui, il l'a reconnu, mais il sans l'a lui dire reconnu, il l'a élevé et voilà. Ouais. Et sauf que voilà, c'était un non-dit et cette personne a 40 ans. Ouais, et quand tu l'apprends tard, c'est sûr que ça peut. Enfin, alors que je pense que si tu grandis avec, c'est pas du tout quelque chose de perturbant. Je sais pas du coup parce que moi je n'ai pas vécu ça, donc je sais pas ce que ça peut engendrer petit si on l'apprend ou si on l'apprend à 40 ans. Après, je pense que c'est peut-être plus simple de l'apprendre petit qu'à 40 ans. C'est pendant 40 ans on t'a menti quoi, tu te dis. C'est ça, je pense que c'est les non. Enfin, c'est toujours la vérité fait moins mal que ce que. Oui, dans tous les cas, je pense que ça fera moins mal que le mensonge. Oui. Et là, ce projet-là, ça fait combien de temps que tu as envie de le mettre en scène ? Ça fait quelques mois. Ça fait quelques mois. Vraiment, c'est que depuis février ou mars, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais c'est que du coup, il me semble que j'ai appris cette anecdote, ou une autre, je sais plus. Non, c'est une autre anecdote que j'ai apprise. Et je me suis dit, c'est fou. Parce que j'en entends parler de tout ça depuis que je suis tout gamin. Et je me suis fait d'ailleurs cette réflexion il y a une semaine en me disant, mais putain, mais quand j'étais petit, je me suis rappelé exactement de ça. C'est que je voulais en parler. Ah ouais. Je voulais en parler petit et j'en avais même parlé à toute ma famille en disant, un jour, je ferai un film sur vous. Vous allez voir. Et c'est peut-être pour ça même d'ailleurs maintenant qu'il ne veut pas me raconter. Tu leur avais peut-être teasé un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Au moment où tu disais que tu n'allais pas le faire. J'aurais dû me taire quand j'avais 13 ans. Bon, mais oui, ça fait quelques mois donc parce que j'ai appris qu'en fait c'est mon père qui par exemple a dénoncé son père au commissariat. Après qu'il venait de se faire fracasser la gueule. Et ensuite il est parti en sang au commissariat pour dire voilà, il se passe ça à la maison, il se passe ça, venez le chercher. Et il a été envoyé en prison. Et je me suis dit ok, faut que j'en fasse quelque chose. Ouais. Voilà. C'est clair, oui. Là, ça te donnait vraiment. En fait, ça me donnait de la matière, un projet, et en plus, je me suis dit, mais c'est pour ça aussi, surtout, pourquoi mon père il est comme ça. Il a toujours été très distant avec moi parce qu'il a toujours eu peur d'être un mauvais père, parce qu'il n'a pas eu de comment dire,
De ce modèle paternel. De modèle paternel, exactement. Il n'a pas eu de modèle paternel, aucun. Donc, pour lui, il se disait, je suis un bon père du moment que je ne les frappe pas. Que je ne les touche pas, que je ne les frappe pas, je suis un bon père. Mais, alors oui, premièrement. Mais voilà, on comprend du coup plus de choses du pourquoi cette distance et machin. Oui, et tu dis finalement une des richesses de pouvoir faire ce métier-là, c'est de pouvoir, toi, le mettre en image ou en scène ou le raconter, là où, dans un autre métier, c'est pas du tout compatible avec ta carrière d'en parler, donc tu le gardes pour toi, quoi. Oui, c'est ça, tu le gardes pour toi, et puis c'est dommage, parce que si tu peux en plus ne même pas en parler, après tu vas en parler évidemment à ton entourage et tout ça, mais ce qui est une très bonne chose, attention. Mais là où j'ai vraiment du coup cette chance, et si j'ai l'opportunité de le faire, oui, ça va être pouvoir en parler et de le mettre en image et de les mettre en image eux, et j'aimerais bien qu'ils aient le temps de le voir du coup, parce qu'ils commencent à être un peu âgés tous, mais j'aimerais pouvoir le tourner pour leur montrer et leur dire voilà, ce n'est pas de votre faute, quoi. C'est pas vous qui l'avez cherché, comme ce que je disais, ma tante qui du coup c'était de sa faute si elle s'est faite si elle est tombée enceinte par son père. Non, voilà, et si ça peut libérer les paroles en plus, oui. Oui, c'est ce qu'avait fait typiquement Andrea Bescon quand elle avait sorti Les Chatouilles. Voilà, je pense que ça j'ai eu avait la chance de rencontrer d'ailleurs il y a pas très longtemps, justement pour lui parler de ça. Et faut que je la recontacte, mais je dois lui envoyer un mail pour justement qu'on puisse en parler, parce qu'elle m'avait dit que c'était une très belle chose justement d'en parler. C'est ça, parce qu'elle finalement, je fais un petit topo du film au cas où certains auditeurs ne le connaissent pas, mais elle avait vraiment... Donc je crois que c'était son histoire. C'est totalement son histoire, oui. Voilà, où c'est donc une enfant qui subit de l'inceste, et c'est un film qui... Non, elle subit pas de l'inceste, non. C'est pas de l'inceste, c'est le meilleur ami de la famille. Ah voilà, ouais. C'est le meilleur ami de la famille qui du coup ont un jeu, et ils appellent ça, le monsieur appelle ça les chatouilles. Ils font des chatouilles et ils partent dans la salle de bain et ils jouent aux chatouilles. Voilà. Ouais, c'est vrai que ce film, c'était peut-être la première fois qu'on parlait autant donc de pédophilie et tout ça, en fait. Et là, j'ai pas d'exemple. Je pense qu'elle avait vraiment libéré les paroles, et de toute façon, ce film a quand même marqué les esprits. Il a reçu la récompense qu'il mérite, donc un César, et sans doute des Molières, ça je sais pas, mais il est joué également au théâtre. D'ailleurs, elle reprend elle-même son rôle, parce qu'elle avait donné son rôle à une autre comédienne qui était bouleversante. Moi, je suis sorti de là et en plus du coup ça me parlait, parce que vraiment c'est des âges, le même âge. Non, attends, on va refaire parce que c'est un autre truc. J'ai envie d'en parler. Vas-y. Et du coup elle rejoue son propre spectacle qu'elle avait donné à une autre comédienne qui était extrêmement talentueuse, mais là elle reprend son rôle en janvier, où je sais plus, et les dates, je sais plus non plus, mais renseignez-vous vraiment pour les chatouilles. Et elle reprend son rôle, et c'est un seul en scène où elle incarne une dizaine, voire un peu plus de personnages. Et déjà, sa comédienne était incroyable en termes d'émotion, de jeu, de danse. Il y a beaucoup de danse aussi, vu qu'elle est de base, elle était danseuse, Andrea Bescon. Mais c'est très poétique, c'est drôle, et voilà. Mais je me dis, une mise en scène par, en plus, l'excellent Éric Métayer, j'adore. Une voix de doublage, c'est un immense comédien de doublage, mais bref. Et elle va reprendre son rôle, son histoire, et voilà, ça va être... j'ai pris mes places, parce que je vais aller la voir plusieurs fois. Mais voilà, allez-y, c'est incroyable. C'est vraiment la porte-parole maintenant sur les réseaux. Je sais pas si vous la suivez, vous, auditeurs, et toi, Justine. Moi, je la suis, ouais. Elle est super engagée, quand même. Voilà, en tout, que ce soit vraiment pour les féminicides, pour la justice, le droit des femmes, des enfants. J'ai vu récemment qu'elle avait fait des posts aussi pour les animaux. C'est vraiment une femme incroyable, formidable. Et après son histoire et tout ça, on se dit waouh. Parce que maintenant, c'est une femme extrêmement respectée dans le milieu du cinéma et tout ça, et même dans ses causes. Et
C'est fou. C'est ça, elle a vraiment mis ses traumatismes et au final sa notoriété au service des autres et de cette cause-là. Oui, vraiment, Parce que- en ayant ouvert une brèche sur son histoire, ça a vraiment libéré, ça a vraiment tout libéré. Ouais. Ouais. Oui, je pense que ce film a vraiment marqué. Enfin, je connais peu de gens qui ne l'aient pas vu et qui, en tout cas, quand tu l'as vu, c'est pas le film que tu oublies, quoi. Non, vraiment pas. Mais tu ne l'oublies pas, la pièce non plus, vraiment. C'est sur Paris. Si elle est un jour en province, mais allez-y, foncez, les yeux fermés, parce que c'est fou. Et son histoire, elle en a fait sa force maintenant. Et elle est vraiment engagée. Elle est vraiment sur toutes les manifestations sur Paris. Elle est en tête de manif et elle y va. Et je pense je suis certain, elle veut faire bouger les choses sur la justice française. Et voilà. Donc vraiment, une personne à suivre partout. Parce que, enfin, pas dans la rue, mais sur les réseaux. C'est ça, ne la suivez pas Ne si la vous la suivez croisez. pas, c'est flippant. C'est flippant. C'est hyper flippant. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est aussi cette immense richesse de pouvoir mettre l'art au service de causes sociales. Mais oui, mais et sociétales. Voilà. Et elle est incroyable. Andrea, si tu nous écoutes, je t'aime. C'est la troisième personne à qui je fais une déclaration, je C'est pense. bien dans la cet troisième épisode. personne, ouais. Les gens vont en avoir marre. Non, je pense qu'ils vont rigoler. Bon, bah, tant On mieux. attend la quatrième. Ah oui. Et là, tu sais que t'aimerais, toi, donc, même en tant que comédien, faire plutôt justement des projets sociaux ou tu veux aussi faire de la comédie. Est-ce que tu discernes ton projet, des projets pour lesquels t'aimerais bosser Bah là, alors, vu que c'est un projet pas familial, mais qui est en rapport avec ma famille, c'est un projet donc qui me tient énormément à cœur. Je me verrai pas ensuite, peut-être en soi, mais je préfère faire quelque chose sur ce qui va pouvoir entre guillemets me nourrir et comment dire. Ouais, te donner vraiment du... Oui, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose de cercle familial, donc c'est quelque chose qui s'est passé, vécu et qui ensuite a... voilà, je connais du coup les gens à qui c'est arrivé et ça sera plus simple pour moi d'écrire par exemple un film de ce genre-là plutôt que de faire un truc inventé où je vais pas forcément me reconnaître dans ce que j'écris ou dans ce que je veux faire et ce que j'aime faire. Après, dans la comédie, oui, je tends un peu à ça par confort parce que j'ai toujours été là-dedans et ça me fait marrer. Mais non, pour l'instant, je n'ai pas envie d'écrire pour écrire. Je me dis pas, oh là là, après ça, faut vite que j'écrive une comédie parce que sinon les gens ils vont penser que je vais faire que des films dramatiques et bou, il est chiant, des trucs comme ça. Donc non, j'écrirai ça et ensuite on verra. Ça se trouve, j'aurai des envies et des idées tout autres après, mais pour l'instant non, ça. Et après, soit on m'appelle et on m'a dit fais ça, joue là-dedans, c'est très bien. Ça, en fait, là, tu dis que tu l'écris parce que finalement, personne d'autre pourrait écrire cette histoire-là. C'est-à-dire qu'avec tout ce que je pense avoir là bientôt, non. Même en voulant l'inventer, ça serait gros. Enfin, on se dirait si c'est pas tiré d'une histoire vraie, on se dit c'est torturé comme film. Ouais. Et du coup, après, moi, je pense que du coup, je vais me cacher derrière ça. C'est que au début, il y aura marqué tiré ou inspiré d'une histoire vraie. Ouais. Et je pense que ne serait-ce que ça, on va plus avoir de la compassion. Parce que si c'est gratuit comme ça, on se dit c'est chaud, mais jamais ça arriverait dans la vraie vie ou quoi que ce soit. Et bah si. C'est ça, là tu dis, ouais, il y a vraiment des familles dans lesquelles c'est arrivé. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste atroce, quoi. Ouais. Si on va sur la conclusion du podcast, ça va faire bizarre du coup de conclure là-dessus après tout ça. Mais si toi tu pouvais aujourd'hui, avec tous les projets que tu as fait, ce dont tu t'es rendu compte, te parler au toi enfant qui commence le théâtre, qu'est-ce que tu te dirais ? Alors, ce que je dirais, c'est que maintenant, on a tellement la chance d'avoir de la technologie, ça fait vieux un peu ce que je suis en train de dire, mais on a quand même donc des téléphones, des ordis hyper bien pour pouvoir se filmer et machin. Allez-y, dans un but précis, je pense. N'allez pas, entre guillemets, vous rendre ridicule sur les réseaux et tout ça, parce que maintenant, c'est quand même un super CV, les réseaux sociaux, et si vous cherchez... des agents, directeurs de casting et tout ça, vous pouvez vite être fiché et c'est dommage pour vous. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut
Ça, je ne suis pas là pour juger, évidemment. Mais... Et puis allez-y, si vous avez des projets, faites-les. Si vous êtes encore en études, vraiment, faites des images pendant. Essayez de tourner un maximum. Si vous avez des copains, des copines, vous êtes en plus dans le même milieu, vous avez plus ou moins les mêmes centres d'intérêt. Faites des choses ensemble. Si vous êtes branché théâtre, allez-y, essayez de monter des pièces. Si vous êtes plus ciné, trouvez une caméra, un micro et quelqu'un qui va pouvoir cadrer et machin, ou relayez-vous, tournez des scènes, allez-y en impro, apprenez des textes, écrivez. Ne vous limitez pas, vraiment. Ce qui est assez contradictoire avec ce que j'ai dit avant sur les réseaux sociaux. Mais au moins, faites-vous des images pour vos bandes démos. Écrivez des choses, ça va vous donner envie pour plus tard. Si vous êtes en plus en bande, ça vous évitera de déprimer une fois que vous vous retrouverez seul dans votre chambre. Allez-y, vraiment. Si vous avez des projets communs, si vous avez une passion et l'envie, go. Merci. Mais merci à toi, Justine, de m'avoir accueilli. C'était un plaisir. Bah oui, moi aussi. Vraiment. Et puis, belle journée à vous, les auditeurs. Bonne journée. Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite!